disais merci Johanna, et comme tu peux le remarquer, je suis tout aussi douée que toi pour manipuler les ordis, donc voilà, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, moi j'ai choisi de présenter un cas clinique sur les produits de contraste iodé, d'autant plus que lors du CFA, on a eu une séance, surtout au niveau des ateliers, une séance où on a un petit peu remis à jour toutes les indications et les guidelines maintenant pour les tests, les produits de contraste iodé. Alors il y avait aussi tout ce qui était bêta-lactamine, mais j'ai choisi de parler des PCI, et je voulais remercier le docteur Marmion qui est à la Réunion et qui nous a beaucoup aidé aussi à faire cette mise au point. Donc, alors voilà, donc il s'agit de Madame M qui a 49 ans, qui a un corticosurrénalome et puis qui vient pour un TDM injecté et on lui met du Xenetix. Donc quelques minutes après l'injection, elle ressent de la chaleur, de l'urticaire, un prurite généralisé. Elle gonfle aussi un petit peu au niveau des lèvres et du visage, donc elle fait son angio-œdème, même au niveau cervical. Un début de sensation de malaise, une faiblesse généralisée qui l'empêche de se tenir debout. Alors, ce qui est très étonnant, c'est qu'on n'a pas du tout, il n'y a pas eu de prise de tension, il n'y a pas eu de prise en charge spécifique, il n'y a pas eu de surveillance non plus. On a attendu qu'elle aille un petit peu mieux et puis elle est repartie comme elle est venue toute seule, comme une grande. Donc, nous, on se dit quand même qu'il y a une hypersensibilité immédiate parce que c'est le délai, les symptômes collent avec une classification d'hypersensibilité immédiate. Maintenant, les deux grandes questions qu'on se pose dans ces cas-là, c'est comment est-ce qu'on peut conduire les explorations en urgence, c'est-à-dire qu'on a absolument besoin de cet examen-là, il faut qu'on injecte, qu'est-ce qu'on fait? Et vous verrez, la deuxième partie, c'est si on a un peu le temps, qu'est-ce qu'on peut faire? La deuxième partie, c'était, j'y répondrai plus tard, elle a un tableau d'embolie pulmonaire qui indique une TDM injectée à nouveau. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va réaliser les tests cutanés en urgence? Elle est sous atarax parce qu'elle est un petit peu nerveuse, donc on l'a prémédiquée avant. Hein. Est-ce qu'on va contre-indiquer formellement tous les autres produits de contraste iodé? On va se poser la question de est-ce que j'injecte quand même le Xenetix et je mets une petite prémédication? Alors en général, les médecins mettent antihistaminique et la dose de corticoïdes. Est-ce que finalement je vais choisir un autre PCI? Est-ce que je prémédique aussi? Est-ce que je prends quand même un anesthésiste à côté? On se dit, est-ce que ce serait peut-être mieux, hein, histoire que si j'ai peur, j'ai pas peur toute seule. Hein. Et on va proposer au radiologue, finalement, est-ce qu'il ne changerait pas d'examen? Est-ce qu'il ne peut pas s'en sortir avec autre chose? Oui, je suis allée trop vite. Donc, je reviens en arrière. On fait quoi si on a besoin d'explorer? Disons qu'on a le temps et qu'il n'y a aucune urgence et on va explorer la patiente. Alors, j'ai entendu, on fait les tests cutanés, d'accord? Tout à fait, à distance. Quel délai vous suggérez? Tu peux prendre le micro, on n'entend rien. 7 jours, hein, à peu près. Combien? C'est un peu juste. Hein. On verra 10 jours. Non. En fait, c'est entre 6 semaines et 6 mois. Jamais avant. Parce que, en fait, comme il y a eu une réaction qu'on suppose allergique... Vous parlez de la première réaction, en fait. Quand est-ce qu'on doit faire les tests après la première réaction? Pas là maintenant. Il n'y en a eu qu'une seule des réactions. On a eu la première réaction et puis finalement, on n'est pas pressé, on peut la renvoyer chez elle et on se dit qu'est-ce qu'on fait? Donc, on lui redemande de venir pour faire les tests cutanés, sauf que je précise, les tests cutanés, ce n'est pas avant 6 semaines, parce que comme il y a eu une réaction, il y a eu une dégranulation des mastocytes, donc toute l'histamine est partie. Si vous refaites votre test cutané avant, il n'y aura rien à dégranuler, donc vous prenez le risque d'avoir un faux négatif. Voilà pourquoi on attend le temps que les mastocytes se rechargent. Donc, on a fait les tests cutanés dans un délai correct. Là, pardon.
pense qu'il faut préciser que la prémédication ne sert à rien. On va trop vite en besogne là. Tu as sauté tu as sauté. On y arrive. On y arrive. Alors, donc, on fait les tests cutanés. On a un témoin positif à 7, un latex négatif. Alors, on a testé une série de produits de contraste iodé. Vous voyez qu'ils sont revenus négatifs en PRIC et en IDR. Les IDR, on n'est pas allé au-delà du 10e. D'accord ? Le Xenetix était négatif en PRIC, par contre positif en IDR. Et on n'oublie pas toujours de... ça, on a tendance à l'oublier, hein, tester la tryptase. D'accord ? Et la tryptase basale était normale. Donc, on conclut classiquement, logiquement, qu'on a une hypersensibilité immédiate allergique au Xenetix, parce que vous savez qu'on a les hypersensibilités immédiates non allergiques. Hein, on va brouiller un peu les pistes, mais ça, vous le savez bien. Et ce qu'on remarque, je l'affirme parce que mes tests sont négatifs, qui ont une très bonne valeur prédictive négative, c'est que j'ai testé les autres et les autres sont négatifs. Donc, je n'ai pas d'allergie croisée avec les autres produits de contraste iodé. Merci. Oui, en fait, on discutait de la tryptase. Je suis désolée, on est parti sur donc, effectivement, il faut absolument faire la tryptase. L'idéal est évidemment de pouvoir doser au moment même. La tryptase en aigu, au moment même, dans l'heure qui suit le début des symptômes. Mais il est absolument indispensable, même si vous avez raté ce moment-là, de doser la tryptase basale, parce que comme vous le verrez demain après-midi, on est peut-être 10% dans cette salle à avoir une alpha-tryptasémie héréditaire qui nous prédispose à des réactions sévères et d'autres choses affreuses. Voilà. Je redonne la parole à Leïla. Non, mais tu as raison, parce que tout à l'heure, on discutait du cas clinique, et effectivement, je dis, hein, je me mets dans le panier, on a souvent tendance à oublier de doser la tryptase. Donc c'est bon, on a réglé l'exploration hors urgence. Donc, je rappelle juste, le délai, c'est de 6 semaines à 6 mois. J'en reparlerai après. Maintenant, on est dans un tableau d'embolie pulmonaire, donc on ne peut pas attendre, et il faut absolument qu'on injecte. Alors, donc il y a déjà les réponses, mais on va en parler ensemble. Hein. Donc, réalisation des tests cutanés en urgence, elle est sous atarax, donc on a tendance à se dire, bah non, elle est sous atarax, tout sera négatif, je ne fais rien. Alors, la mise à jour qui a été faite au CFA, on disait, on tente quand même le test sous atarax, d'accord ? Et si j'ai quelque chose de positif, je prends. Si j'ai quelque chose de négatif, ça n'exclut absolument rien. Mais si c'est positif, c'est bien positif et je garde. OK ? Donc, même s'il est sous atarax, on y va, on ne perd rien. Est-ce que je contre-indique formellement tous les autres PCI ? Non, parce qu'il faut quand même que je les teste, quoi. Il y a des PCI qui peuvent très bien, il y en a d'autres qui peuvent très bien passer. Alors, mais je fais mon test sous atarax, j'ai quelque chose qui est positif, c'est génial, c'est réglé. Mais si si j'y arrive pas, est-ce que je vais contre-indiquer tous les autres ? Non, je vais pas les contre-indiquer, mais là, ça va se corser. Je fais quoi finalement ? Alors, je remets du Xenetix et je fais une prémédication ? Je joue aux apprentis sorciers ? Non. Parce que c'est quand même le Xenetix qu'on lui a mis, donc à moins de la garder sous les bras, c'est pas top. Est-ce que j'en prends un autre ? Et je rajoute une prémédication. Ouais, alors oui, je pourrais envisager ça. Et puis c'est toujours la balance bénéfice-risque, quoi. Est-ce qu'elle a vraiment besoin de son injection ? Est-ce que ça va nous sauver ? Bon, là, elle est dans un tableau d'embolie pulmonaire, donc oui. Et on joue un peu à la roulette russe, mais on peut prendre le risque. D'accord ? Est-ce que je mets l'anesthésiste à proximité ? Alors, ils avaient répondu 4 points d'interrogation. Moi, je dis oui, je le garde à proximité. Je ne veux pas avoir peur toute seule. D'accord ? La question de Dr Bennis tout à l'heure, dans la prémédication, quel est son intérêt finalement ça... Alors, on va les voir plus tard, parce que la prémédication, elle peut... Si tu veux, là, oui, alors elle rassure. Si tu veux, là, c'est un peu la roulette russe, parce qu'il y a d'autres produits de contraste iodé qui peuvent passer. Et on se dit, sait-on jamais, allez, je mets quand même une prémédication, ça peut toujours aider, mais j'ai la garantie de rien. C'est pour ça que l'anesthésiste, il est collé à moi, quoi. D'accord ? Voilà. Alors, est-ce que je propose au radiologue un autre examen ? Ouais, ça, ce serait top. S'il pouvait en faire un autre, ce serait vraiment génial, et ça diminuerait le niveau d'adrénaline de tout le monde, quoi. Hein. Ce serait pas mal. D'accord ? Voilà.
C'est bon, vous avez des questions? Alors, on continue. On rentre un petit peu dans la théorie. Donc, au niveau de la classification, on a donc les produits de contraste iodé, on a les ioniques, on a les non ioniques, on a les monomères et les dimères dans chacune des 2 familles. Alors, ce que vous allez voir, je vous le dis déjà tout de suite, c'est un vrai casse-tête finalement, non, parce que c'est tellement, ça va tellement dans tous les sens que ça règle le problème. Il faut que vous ayez en tête que ça croise dans tous les sens, c'est-à-dire que ça croise entre ionique et non ionique. Ça croise entre monomères et dimères de la famille ionique et monomères et dimères des non ioniques. Et à l'intérieur des familles, c'est-à-dire dans le monomère, dans les monomères, eh ben, ça peut croiser entre eux également. Donc en gros, vous gardez en tête une seule phrase simple, ça croise dans tous les sens, ça va dans tous les sens, donc il n'y a aucune garantie de rien du tout. La fréquence des réactions d'hypersensibilité, alors pour les ioniques, elle est un peu plus élevée que pour les non ioniques. D'accord ? Le principal facteur de risque, c'est un antécédent de réaction au PCI. Alors, je veux juste préciser quelque chose. Donc, il faut avoir fait une réaction avant pour avoir un facteur de risque plus élevé. Ceci dit, il faut savoir qu'on peut faire une réaction à la première injection. Maintenant, on ne sait pas du tout quelle est la voie de sensibilisation. Donc, je ne sais pas si je me suis exprimée clairement, si c'est clair. C'est-à-dire que pour qu'une réaction soit grave, le risque de gravité est lié au fait qu'avant, j'ai déjà fait une réaction, d'accord ? Mais je peux faire une réaction directement dès ma première injection, d'accord ? Les réactions immédiates, elles sont beaucoup plus fréquentes que les réactions retardées, d'accord ? Et les réactions croisées, j'avance un petit peu, elles sont plus importantes au niveau des réactions retardées. Voilà, c'est une autre particularité. Donc c'était vraiment une mise au point intéressante parce que c'est pas les mêmes notions que nous avons avec les autres médicaments. Donc, réaction immédiate beaucoup plus fréquente que les réactions retardées, sauf que beaucoup plus de réactions croisées entre les molécules dans les réactions retardées. En ce qui concerne l'hypersensibilité immédiate, alors la plupart du temps, c'est des réactions non allergiques, c'est des histaminolibérations. C'est les patients qui vous décrivent classiquement que lorsqu'ils ont fait leur injection, ils ont eu une petite sensation de chaleur, un petit malaise. Donc ça, c'est souvent un non histaminolibérateur. Et plus vous allez augmenter en fait l'atteinte multi-organes, et plus la réaction aura de chances, entre guillemets chance, d'être allergique et grave. Donc si vous avez 10%, c'est-à-dire que si vous avez une atteinte cutanée isolée, seulement 10% seront des réactions allergiques. Et vous voyez, quand vous augmentez, quand vous avez une anaphylaxie avec signe de détresse, 50% des patients seront étiquetés allergiques, bien évidemment après les tests cutanés. Et l'hypersensibilité retardée, essentiellement type 4, mais on a aussi d'autres mécanismes immunologiques. La valeur des tests, elle est assez bonne. On a une spécificité qui est entre 94 et 96% et une assez bonne valeur prédictive négative également. Le délai, on y revient. Là, c'est écrit noir sur blanc. Vous pouvez me prendre sur les faits. Voilà, entre 6 semaines... Enfin, ils mettent dans les 6 mois qui précèdent les réactions non sévères. Et quand ce sont des réactions très sévères, il vaut mieux dépasser les 6 mois, genre redresse et PEAG. Voilà, et donc c'est 6 semaines, entre 6 semaines et 6 mois, et vous retenez plus de 6 mois pour les réactions très sévères. La sensibilité, elle augmente dans les réactions modérées à sévères, et bien évidemment, plus vous respectez l'intervalle, meilleurs seront vos résultats et votre valeur prédictive des tests. Alors, les tests de provocation. Test de provocation, alors finalement, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau des guidelines américains, on ne fait pas, mais il a décidé d'avancer tout seul, on ne fait pas de test de provocation. Il n'y en a absolument pas, ce n'est pas indiqué chez les Américains.
Les Japonais, eux, ont fait des tests de provocation malgré des prick tests négatifs et malheureusement, ils ont eu beaucoup de réactions sévères. Enfin, prick test, en tout cas test cutané, prick test IDR négatif. Ils ont tenté le test de réintroduction, comme on pourrait le faire avec les bêta-lactamines, qu'on fait classiquement, sauf que ça a donné des choses pas très jolies. Il y a eu des réactions sévères. Et en Europe, finalement, ils ne savent pas trop. Et finalement, le consensus, je pense que d'abord, on envisagerait un test de réintroduction que si la molécule est entièrement négative, et encore, dixit les Japonais, et je pense que si on peut proposer un autre test, il vaut mieux le faire. Et bon, personnellement, je m'abstiendrai de faire un test de provocation aux produits de contraste iodé. C'est quand même pas anodin, et puis là, résultat à l'appui et étude à l'appui, c'est pas très safe. Donc la réactivité croisée, c'est ce que je disais, elles sont beaucoup plus importantes pour tout ce qui est réaction retardée, donc gardez ça en tête. L'arbre décisionnel. Alors, je ne sais pas si vous voyez suffisamment bien. Non ? En gros, c'est un peu ce qu'on a repris tout à l'heure. On disait que si on avait... Alors, même avec mes lunettes, j'y vois pas grand-chose. Je peux avoir un... Merci. Donc, en gros, on va démarrer. Si on a des signes cliniques, alors avec une réaction locale isolée, sans signe d'anaphylaxie, avec une urticaire, avec ou sans angioëdème, et qu'on a absolument besoin de notre produit de contraste iodé, eh bien dans ces cas-là, on peut soit administrer un autre produit de contraste iodé avec prémédication, voilà, donc ça fait partie des guidelines, mais parce qu'au départ, on est dans quelque chose qui est léger en fait, okay. Et souvenez-vous, quand on a une réaction locale, on est seulement à 10% de chance, entre guillemets, d'avoir une vraie anaphylaxie. Donc, c'est pour ça qu'on se dit, on fait une prémédication et on y va. Maintenant, on peut aussi utiliser une alternative. On se dit qu'on ne veut prendre aucun risque. On peut utiliser une alternative de produits de contraste iodé, toujours avec prémédication. Donc, première partie, là, à gauche du tableau. Maintenant, j'ai des signes cliniques qui sont beaucoup plus importants. Ouais. J'ai pas le bras assez long. Maintenant, j'ai des signes cliniques beaucoup plus inquiétants qui vont vers l'anaphylaxie avec tachycardie, bronchospasme, perte de connaissance, donc malaise. Là, j'ai aussi besoin d'un produit de contraste iodé. Et qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais faire mes tests cutanés avec mon produit de contraste iodé, d'accord ? Et puis, je vais pouvoir administrer, s'il est négatif, le produit de contraste iodé avec prémédication, avec l'anesthésiste qui est mis à côté. Et si la culpabilité est réellement prouvée du produit, on va utiliser une alternative, toujours avec produit de contraste iodé et toujours avec un anesthésiste à côté. Très bien. Maintenant, une fois que j'ai testé, j'ai fait mes prick tests et j'ai fait mes IDR. Si mes IDR et mes prick tests sont positifs, alors j'ai une allergie immédiate et donc j'ai une hypersensibilité immédiate au PCI. Maintenant, si c'est négatif, si ces tests-là sont négatifs, donc je suis dans une hypersensibilité non histamino-libératrice. La dernière flèche, là, pour le test de provocation orale, donc eux, ils ont fait le schéma classique, c'est-à-dire que si c'est positif, on ne va absolument pas le faire. Si c'est négatif, on peut... si on fait le test de provocation et qu'il est positif, eh bien... je crois qu'il y a une erreur là. On fait le test de provocation. S'il est négatif, allergie... confirmé, exclu, voilà. Et s'il est positif, eh bien, cette allergie est confirmée.
Mais comme je vous disais, on évite d'arriver au test de provocation. Donc ça, ce sont les différentes dias avec les... C'est exactement la même chose, mais je l'ai fait en une. Voilà, je vous ai dit tout ce que... Tu veux que je revienne? En arrière, dis-moi. C'est bon, Merci. hein? Non, encore. Encore? Ici? Encore. Voilà. Ok. C'est les réactivités croisées. C'est ce que je disais. Ça va dans tous les groupes. Ça, tu as les solutions. Tu as les solutions avec ce tableau. Non, parce que... Attends, garde-moi le tableau, s'il te plaît. Attends, je l'ai, moi. Ils l'ont enlevé. Non, c'est qu'il... Voilà, merci. Alors, je te remercie pour cette présentation. D'abord, je voudrais faire une remarque. Nos patients, c'est toujours dans l'urgence, même s'il n'y a pas urgence. Ils ne savent pas attendre. Donc, les délais, c'est difficile de les respecter. Quand on a effectivement la possibilité de respecter les 6 semaines, c'est l'idéal. Maintenant, quand dans la vraie urgence, qu'est-ce qu'on fait? Les Américains, tu dis, qu'ils ne font pas de test de provocation. Ils ont raison. Pourquoi? Parce que les mécanismes, la plupart du temps, c'est non-IgE médié. Non-histaminolibérateur, tout à fait. C'est de l'histaminolibération non spécifique. Donc, ça ne sert à rien de faire un test de provocation parce qu'il va être positif de toute manière. Et donc, tu fais la prémédication et généralement, ça résout le problème. C'est des terrains particuliers. Et sinon, tu peux avoir l'alternative en changeant de groupe quand il s'agit d'hypersensibilité immédiate. Tu changes. Mais ce qu'il disait... L'intéressant, c'est le tableau, c'est pas moi. Et s'il vous plaît, si vous voulez remettre le tableau là, voilà, le groupe A, le groupe B. Et généralement, c'est des structures chimiques qui sont différentes. Et on peut trouver toujours l'alternative. Je suis d'accord avec toi. Mais dans l'hypersensibilité immédiate, généralement, tu testes tout. Oui. Alors, c'est ce que je disais. En fait, tout à fait, c'est ce que je disais. C'est que normalement, il faut tout tester. Effectivement, dans l'hypersensibilité immédiate, tu auras moins de réactions croisées. Mais ce qu'ils expliquaient aussi, c'est que ça croise dans tous les sens. Et c'est pour ça que tu as besoin de ta prémédication quand tu vas redonner. Et même si tu as un test négatif, ça ne t'empêchera pas de faire quand même un souci derrière. C'est pour ça qu'ils ne font pas les tests de provocation. Tu vois, les Japonais ne font pas de tests de provocation parce que malgré des prics et des IDR négatifs, en test de provocation, ils déclenchent des symptômes. Non, mais on est dans l'urgence, il faut maintenant trouver une solution. C'est le tableau que je disais. Voilà. Tu fais ta prémédication et tu gardes l'anesthésiste à côté de toi. Et il y a toujours une solution. Évidemment, évidemment, c'est ce que je disais. Tu prémédiques, tu choisis autre chose et tu gardes l'anesthésiste à côté. Est-ce qu'on peut proposer une désensibilisation comme pour les produits injectables, les antibiotiques? Ça n'existe pas, la désensibilisation. Le docteur Bénis, s'il vous plaît, micro. Alors, quelques petites précisions. Les gens viennent nous dire « je suis allergique à l'iode ». L'allergie n'est pas due à l'iode. Non, c'est donc le il faut produit préciser ça parce que c'est important. Oui, tout à fait. Madame Laxener, qui s'occupait beaucoup de ces problèmes-là, nous disait qu'en théorie, la prémédication ne sert à rien. Mais tous, on l'utilise. Donc tout le monde utilisait la prémédication, même si en théorie... Ben, ça c'est la task force. Hein, donc c'est vraiment les recommandations de la task force. Donc eux, ils mettent clairement... Là, c'est écrit en fait en noir sur blanc. C'est-à-dire que l'avantage qu'on a avec ça, c'est que chacun faisait un peu sa sauce de son côté. Et là, ils ont uniformisé. Voilà, c'est des guidelines qui sont posés. Ça a le mérite d'être posé, d'être clairement écrit. Et puis voilà. Donc, ça sert ou ça sert pas, mais en tout cas, il faut le faire. Maintenant, c'est écrit, il faut le faire. Okay. On risque de... Voilà. Ma question, c'est que l'allergie vraie est très rare. Et les réactions, le plus souvent, sont dues à l'osmolarité du produit.
On est d'accord. Quand on a une réaction comme ça à l'hyperosmolarité, quelle est la conduite à tenir à ton avis? Ben, si c'est une fois qu'on a fait le test... Alors, attends, on va revenir. Regarde, cette dia, elle nous dit atteinte cutanée isolée 10%, systémique modéré 25%, anaphylaxie avec signe de détresse 50%, arrêt cardiaque 100%. Hein, donc ça, c'est déjà la probabilité 2. Si tu as des tests cutanés, donc tu me disais si c'est une hyperosmolarité. Oui, évidemment. Alors, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Si j'ai le temps, ben, je vais faire mes tests cutanés. Comme ça, je suis vraiment complètement tranquille. Et je vais utiliser la molécule et d'autres alternatives. Et si la réaction elle est vraiment très, très légère, ben, je vais faire une prémédication et je vais utiliser un autre PCI. Il y a une question au fond, s'il vous plaît. Voilà. Donc l'IRM peut remplacer l'angioscan en cas d'urgence actuellement. Voilà, l'alternative qu'on recherche. Bonjour, merci Madame Daoudi pour cette excellente conférence. En fait, en tant que pédiatre, ça ne semble pas nous intéresser, mais en fait, si, parce qu'au temps Covid, on a eu beaucoup d'enfants, en tout cas dans le service dans lequel je travaille, des enfants qui avaient des Covid avec une symptomatologie de suspicion d'embolie pulmonaire. Et là, on avait une indication de faire un angioscan. Et en tant qu'allergologue, je sais que c'est rare, l'allergie aux produits de contraste chez les enfants, mais ça a quand même parasité un petit peu mon esprit. Et je n'étais pas tranquille du tout, donc j'étais obligée de l'accompagner, d'aviser l'anesthésiste. Je pense que maintenant, il y a des maladies émergentes, des sensibilisations peut-être qui vont apparaître avec tout ce que cache comme secret le SARS-CoV-2, pour réfléchir aux potentielles susceptibilité d'avoir une allergie aux produits de contraste chez l'enfant. C'est tout. C'est tout ce que c'était juste un complément que la question. Tout à fait, vous avez raison. Merci beaucoup. Merci Leïla. Merci l'audience.